Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, à 2 jours de l'investiture du président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, retour sur les engagements de la lutte contre la pauvreté. Le dirigeant mauritanien veut placer son second mandat sous le signe de la solidarité. Avant le sommet Afrique-États-Unis le 5 et le 6 août à Washington, les jeunes entrepreneurs africains ont été reçus par le président américain Barack Obama. Une rencontre aussi singulière qu'historique. Et puis, rencontre avec une artiste gabonaise en fin d'édition. Et pour Magali Wora et son équipe, l'heure est au dernier préparatif du festival de musique Tribe One, prévu en septembre en Afrique du Sud. C'est à partir du samedi 2 août que le président Mohamed Ould Abdelaziz entamera officiellement son second mandat de 5 années à la tête de la Mauritanie. Un quinquennat que le dirigeant mauritanien veut placer sous le signe de la solidarité nationale et de la lutte contre la pauvreté. Les objectifs du millénaire pour le développement sont clairement en ligne de mire. Reportage de notre correspondant en Mauritanie, Franck Nodefina. L'objectif du millénaire pour le développement consistant à ramener à 25% le taux de pauvreté d'ici 2015 en Afrique sera-t-il atteint en Mauritanie? À la veille du début d'un nouveau mandat de 5 ans pour le président Mohamed Ould Abdelaziz, cette question se pose. Au sein de la population, l'appréciation des efforts déployés pour lutter contre la pauvreté au cours du dernier quinquennat reste diversifiée. Les réalisations du président Aziz restent en dessous de nos attentes. C'est vrai qu'il a aménagé les bidonvilles et octroyé des terres aux familles pauvres, sans oublier les nombreuses infrastructures, mais le monde rural souffre encore. Le président Aziz s'est bien investi au cours de son premier mandat en permettant aux populations pauvres d'avoir accès aux services de base. C'est sous son mandat que des milliers de jeunes chômeurs ont eu des emplois. Tout ça est à encourager. Les conditions de vie ont été très difficiles pour nous au cours de ce mandat du président Aziz. Il y a eu la hausse des prix de produits de première nécessité et la subvention de ces produits par le gouvernement n'a pas suffi pour nous soulager. Le rapport mondial 2014 sur le développement humain indique que 42,3% de la population mauritanienne vit dans la pauvreté. En 2009, quand le président Mohamed Ould Abdelaziz débutait son premier mandat, ce taux était de 46%. 2015 étant déjà proche, il serait impossible d'atteindre les 25% de taux de pauvreté attendu. Même beaucoup d'analystes estiment que les efforts déjà déployés par le gouvernement au cours des 5 dernières années devraient être encouragés. La grande réalisation du programme de Mohamed Abdelaziz durant le mandat écoulé, c'est certainement la solidarité sociale, c'est-à-dire la subvention des produits alimentaires de première nécessité pour les pauvres. Donc dire que Mohamed Abdelaziz dans le premier mandat a éradiqué la pauvreté, c'est erroné, mais dire que Mohamed Abdelaziz s'est battu contre la pauvreté et a des résultats tangibles, c'est réaliste et ce n'est pas de la propagande. Afin de faire reculer la pauvreté aujourd'hui, l'État mauritanien devrait continuer son investissement dans la mise en place d'infrastructures de base, surtout en milieu rural. Il faudrait également appuyer le développement du secteur privé en subventionnant la création de micro-entreprises pour les plus démunis. Changement d'envergure à la tête de l'état-major tunisien. Le chef de l'armée de terre tunisienne, Mohamed Salah Hamdi, a officiellement démissionné. Pour justifier son départ, le haut gradé a invoqué des raisons personnelles. Il sera remplacé temporairement par son second. Une décision qui tombe alors que l'armée tunisienne n'avait pas subi autant de pertes humaines depuis l'indépendance de la Tunisie en 1956. Écoutons l'analyse de Sofiane Ben Farhat, analyste politique. Les raisons invoquées par le chef d'état-major de l'armée de terre pour sa démission ne sont pas les vraies raisons. C'est un secret de polichinelle que de savoir qu'il y a des tiraillements au sein de l'armée et entre le gouvernement et le commandement de l'armée. Durant le mois de Ramadan, il y a eu des attentats. L'armée n'a pas réagi comme il se doit. En même temps, il y a visiblement une non-préparation caractérisée concernant, bien sûr, la manière de faire face à cet ennemi terroriste. Ces derniers temps, il y a eu un véritable bras de fer, accumulation de bourses, impréparation, non-assistance aux soldats sur le front. On n'a jamais vu le chef d'état-major sur le front aussi avec les soldats. Et on a parlé aussi de défaillance au niveau du contre-espionnage, malgré les informations qui étaient préalablement acquises, paraît-il, mais on n'avait pas réagi à temps, ou au niveau, bien sûr, de l'utilisation des armements.
Comment permettre à de jeunes hommes d'affaires africains du continent de devenir des entrepreneurs efficaces? C'est l'objectif de leur présence à Washington, aux États-Unis, pour un programme de formation. Ces jeunes suivront des programmes de formation. Ils ont été reçus par le président américain Barack Obama lundi. À cette occasion, le locataire de la Maison-Blanche a annoncé le sommet Afrique-États-Unis qui réunira près d'une cinquantaine de chefs d'État africains et de gouvernement. Erika Auregard. 500 jeunes leaders africains sélectionnés pour un programme de formation à Washington, aux États-Unis. Ils ont été reçus par le président américain Barack Obama ce lundi. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du Washington Fellowship for Young African Leaders lancé en 2010 par le président américain. Ces futurs entrepreneurs sont venus suivre 5 semaines de formation dans des universités américaines. Une rencontre qui a lieu en prélude au sommet Afrique-États-Unis prévu les 5 et 6 août 2014 à Washington. La semaine prochaine aura lieu un événement historique. Il s'agit du sommet Afrique-États-Unis. Près d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement d'Afrique participeront à ce sommet. C'est la première fois qu'un président américain organise une telle rencontre avec des chefs d'État africains. Ce rassemblement est l'expression de la nouvelle approche que j'adopte dans mes rapports avec l'Afrique depuis que je suis élu président des États-Unis. La sécurité, la prospérité, la justice que nous recherchons tous à travers le monde ne seront possibles que grâce à une Afrique forte, prospère et indépendante. L'objectif de ce sommet est de renforcer les liens de coopération entre l'Afrique et les États-Unis, une rencontre qui pourrait également mettre en évidence l'engagement des États-Unis d'Amérique pour la paix et la sécurité en Afrique. Le sommet de la semaine prochaine portera sur la construction d'un nouveau modèle de partenariat entre les États-Unis et l'Afrique. Un partenariat d'égal à égal qui met l'accent sur notre capacité à développer les opportunités et renforcer la démocratie et promouvoir la sécurité et la paix. Mais cela ne peut être réalisé par le gouvernement seul. Elle exige la participation active des citoyens, surtout des jeunes. Autre événement important en marge de ce sommet, la conférence internationale Believe in Africa Day, prévue le 3 août 2014 au Muséum de Washington, initiée par des dirigeants africains et Africa 24, la chaîne panafricaine partenaire de l'événement. Elle sera parrainée par le président camerounais Paul Biya. Seront débattus à cette conférence les grands enjeux du partenariat entre l'Afrique et les États-Unis. Au Sénégal, le très attendu procès de l'ancien ministre Karim Wade, accusé d'enrichissement illicite, a débuté ce jeudi. Mais en raison de l'absence d'un des co-accusés, Bibo Bourgui, le procès a été suspendu pendant 1 heure avant de reprendre. Selon son avocat, Bibo Bourgui est actuellement hospitalisé pour un problème cardiaque. La Cour a donc désigné 2 experts pour examiner le co-accusé. Le résumé de cette journée avec notre correspondant au Sénégal, El Adjinjaï. Effectivement, au Sénégal, le procès de Karim Wade s'est ouvert ce jeudi. Le fils de l'ancien chef de l'État qui avait occupé d'importantes fonctions ministérielles de 2009 à 2012 est poursuivi pour enrichissement illicite. 7 autres prévenus devront comparaître pour complicité d'enrichissement illicite. C'est un procès fleuve qui commence à Dakar avec au moins 77 témoins et une trentaine d'avocats mobilisés pour défendre chaque partie. Karim Wade a franchi le portail du palais de justice sous une bonne escorte aux environs de 9 h. Le procès se déroule actuellement loin des caméras et appareils photo. On termine ce journal en musique avec la Gabonaise Magali Palmera Wora, manager et première représentante Afrique francophone de Rockstar 4000 Sony Music depuis 2011 et récemment représentante officielle de MTV Base. Elle qui peaufine avec son équipe de nombreux projets, notamment l'organisation en septembre du festival de musique Tribe One en Afrique du Sud et une éventuelle signature globale d'un artiste francophone d'ici la fin de l'année. Plus de précisions avec notre correspondant Douglas Toutoum. Magali Wora et son équipe sont en plein préparatif du festival de musique Tribe One prévu en septembre en Afrique du Sud. Jeune et dynamique, Magali Palmera Wora est le premier représentant de l'Afrique francophone de la majeure Sony Music et de MTV Base. Manager artistique de formation, la jeune Gabonaise de 32 ans souhaite faire signer au moins un artiste ayant en partage le français cette année, notamment après le succès du single du rappeur camerounais Stanley Eno. Alors, moi, m'occupant de la zone francophone,
et de la zone d'Afrique centrale, nous avons choisi donc Baponga du Gabon et Stanley Eno, notamment par rapport à l'impact que ces artistes ont actuellement dans leurs pays respectifs, mais aussi dans l'industrie musicale. Nous savons que Stanley Eno est la meilleure révélation actuellement, notamment avec MTV Base, et que Baponga est un artiste qui a un passif, un background évolutif et intéressant. Nous pensons que c'est en Afrique centrale l'artiste qui évolue le mieux et avec le plus de maturité, d'expérience et, si je pourrais le dire ainsi, de sécurité. Sur le continent, la grosse actualité de Rockstar 4000 et Sony Music reste sans aucun doute le festival Treb One qui aura lieu en septembre en Afrique du Sud et dans lequel les meilleurs artistes d'Afrique centrale, à savoir Frank Baponga du Gabon et Stanley Eno du Cameroun, y seront. Objectif, séduire un nouveau public afin d'espérer une signature globale chez Sony Music. Conscient je le suis et surtout aux grandes valeurs, les grandes responsabilités. Donc je sais que j'ai le drapeau sur mes épaules et surtout la jeunesse qui me suit. En 4 ans, la jeune Gabonaise a signé 25 artistes francophones en vente digitale, mais aucun en signature globale. Et pour cause, le manque de professionnalisme dans le fond et la forme des produits des artistes francophones. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.